La remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Suisse a été l'occasion d'une apparition publique du président Sukarno, la deuxième depuis la tentative de putsch à Jakarta. Les scènes de rue, cependant, montrent assez que la situation n'est pas définitivement clarifiée. Les manifestants musulmans s'en sont encore pris violemment à divers immeubles appartenant au Parti communiste. L'armée qui a jugulé le putsch laisse faire. Entre elle et le Parti communiste indonésien, le président Sukarno pourra-t-il éviter l'irréparable? À An Khe, au centre du Vietnam Sud, un immense camp retranché est en train de naître. C'est là, sous la protection de canons de toutes sortes, qu'est basée la première division aéromobile américaine. 20 000 hommes, 428 hélicoptères, dont 48 hélicoptères lourds capables de transporter chacun 94 hommes. La machine de guerre US devient impressionnante. C'est contre elle que des pancartes se sont levées. À Londres, par exemple, sur le chemin de l'ambassade des États-Unis, les protestataires se sont heurtés à la police. Aux États-Unis même, dans différentes villes, les manifestations ont pris une ampleur inconnue jusqu'ici. Manifestation et contre-manifestation. À quelques encablures de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la maison sous la mer a refait surface à l'endroit même où elle avait été immergée il y a près d'un mois. C'est la dernière phase de l'opération Précontinent 3. Remorquée jusqu'à la Calypso, ancrée dans le port de Monaco, elle y restera 3 jours. 3 jours pendant lesquels le commandant Cousteau rendra visite aux 6 océanautes qui subissaient patiemment l'épreuve de décompression. Enfin, André Laban et ses compagnons quittaient la sphère où ils avaient vécu pendant 23 jours. Ils ont parfaitement supporté le travail par 100 mètres de fond, sous une pression de 11 atmosphères, et sont très satisfaits de leur expérience. Une expérience qui pourrait avoir d'importantes répercussions dans le domaine de la recherche pétrolière. C'est le travail d'une équipe que vient de couronner à l'unanimité le jury du prix Nobel de médecine, décerné cette année à 3 professeurs de l'Institut Pasteur pour leur découverte dans le domaine de la biologie cellulaire. Il y a 20 ans que Jacques Monod, qui enseigne la chimie à la Faculté des sciences de Paris, a commencé ses travaux en étroite collaboration avec son collègue André Lvoff, spécialiste de microbiologie. Ils ont tiré au clair le fonctionnement des gènes et les mécanismes régulateurs des cellules. Le professeur François Jacob s'est joint à eux par la suite. C'est la première fois depuis 1928 que la France figure au palmarès du prix Nobel de médecine. Ce monde est plein de contradictions. Prenez l'automobile. Il en sort des milliers tous les jours. Mais l'élimination des véhicules hors service est insuffisante. Alors, c'est l'engorgement. Dans le même temps, on trouve de moins en moins de places pour stationner, alors que le parc automobile ne cesse de grandir. Se garer devient une affaire de patience, de mauvaise foi ou de chance. Une satisfaction toute provisoire d'ailleurs. Et pourtant, le stationnement est possible, même aux Champs-Élysées. L'accès est facile et l'on ne s'y bouscule jamais. Ignorance ou mépris délibéré, ces garages souterrains demeurent désespérément sous-occupés. Beaucoup les connaissent, bien peu les utilisent. Pourquoi? Madame, utilisez-vous parfois le parking souterrain? Non, je connais pas. Je ne savais pas que ça existait. Absolument pas, j'ignore qu'il y ait un parking souterrain. Si je suis pressée, j'ai pas le temps de rentrer là-bas. Je viens de trouver une place, alors je cherche pas. Écoutez, je viens de passer devant, j'ai même pas vu l'entrée. Non, très rarement, parce qu'il est beaucoup trop cher, à mon avis.
Il serait intéressant d'avoir des parkings souterrains, à condition que le prix soit abordable, quoi. Oh, 200 francs ça va, mais pour la journée. 1000 francs. Oui, ça c'est trop cher pour moi. Je crois que ça fait 3 fois que vous faites le tour. Vous n'auriez pas plus vite fait d'aller au parking? Pas 3 fois, mais enfin, ça va faire la 3e, oui. Je vais sans doute y aller si je ne trouve pas, d'ailleurs. Les premiers froids vont chasser des squares et des jardins publics de France et de Navarre ces groupes attentifs, sérieux, réfléchis. L'hiver, hélas, n'est pas une saison pour jouer aux billes, du moins pour les joueurs sérieux. Il convient de préciser que, dûment codifié, enregistré réglementairement au journal officiel, le jeu de billes n'est plus aujourd'hui en France abandonné à la fantaisie de Godelureau en culotte courte. L'initiative vient de Marseille, où il garde un petit air de pétanque. Mais, détail qui a son importance, c'est beaucoup moins fatigant. La boule de billard, elle, fascine les chauves. Ceux du moins qui, à travers le monde, se font une gloire de n'avoir plus un seul cheveu. Et il y en a. Réunis en congrès à Lausanne, ils viennent justement de livrer à la loupe leur crâne d'exception. À la loupe et au centimètre, car l'importance de la surface lisse compte. Leur objectif, celui atteint par le Suisse Zisset, être élu le plus beau chauve du monde. Il faut être chauve pour y croire. Au Grand Palais, le Salon d'automne a été le lieu de rendez-vous du cinéma, à l'occasion de la remise des tickets d'or par M. Hollot, directeur du Centre national de la cinématographie. 2 films, Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine et Le Chant du monde, ont reçu ces distinctions décernées par la Fédération des directeurs de cinéma à 2 productions de grande audience. Devant l'accroissement constant de sa population, l'agglomération parisienne commence à réagir vigoureusement. Pour lutter contre la sclérose de ses artères, la capitale adapte ses voies de dégagement à l'intensité de la circulation. Paris prépare déjà son visage de l'an 2000. Cette croissance ne va pas sans heurter les esthètes. On se demande si l'immeuble tour du pont de Neuilly s'harmonisera avec les constructions qui doivent l'entourer. Si la nouvelle gare Montparnasse s'intégrera bien à son cadre et si dans son décor, tel ensemble résidentiel n'est pas une incongruité. Certes, la Tour Eiffel n'est pas menacée, mais la coupole des Invalides souffre de la concurrence. Notre-Dame, qui domina la ville pendant des siècles, prend, sous certains angles, des proportions plus modestes. Quant à l'ensemble Maine-Montparnasse, il étouffe le Panthéon et le Val-de-Grâce. Cette révolution dans le panorama de Paris ne fait que commencer. Le procédé ciné-maquette, en intégrant au paysage les constructions prévues, pourra éviter des erreurs irréparables. La Tour Eiffel s'accommodera-t-elle de la proximité d'une autre tour en projet? Notre-Dame souffrira-t-elle de ce voisinage? Désormais, c'est sur pièce qu'on peut étudier le jeu des lignes et des volumes, c'est en décor réel qu'on peut discuter de l'antagonisme des masses. Tous les essais deviennent possibles par un simple trucage. La gare d'Orsay sera rasée, mais que va-t-on édifier sur son emplacement? Une tour de 11 étages ou de 4? Prolongée par un bloc beaucoup plus haut, plus bas ou au même niveau? Ou encore en décrochement sur une tour? Avec ce procédé, la version temple grec, la solution building de verre et de béton, et même l'immeuble style 1900, tout peut être envisagé.